Pendant des années, une idée a dominé les analyses occidentales. Si l'Iran était confronté à une attaque directe, le régime s'effondrerait rapidement. Un système trop isolé, une économie sous sanctions, une population divisée. Mais que se passe-t-il lorsque cette hypothèse se révèle fausse? Car ce que nous observons aujourd'hui n'est pas l'effondrement de l'Iran, c'est exactement l'inverse. Une riposte régionale, une guerre économique et une démonstration stratégique qui pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient. Alors la vraie question est simple, l'Iran vient-il de changer les règles du jeu? C'est précisément ce que nous allons analyser. Depuis plusieurs jours, l'escalade militaire entre l'Iran, Israël et les États-Unis a franchi un seuil historique, des frappes ciblées, des représailles massives, des installations énergétiques touchées et surtout un risque d'embrasement régional que beaucoup d'analystes redoutaient depuis des années. Mais pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut dépasser la lecture immédiate des événements parce que dans une guerre moderne, la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi dans l'économie mondiale, dans les alliances stratégiques, dans l'opinion publique et dans la perception de la puissance. Regardons donc ce qui change réellement. Et avant d'entrer dans l'analyse, si vous aimez ce type de décryptage géopolitique approfondi, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire en commentaire votre analyse de la situation. Première erreur d'analyse. Pendant des années, une grande partie des analyses occidentales a reposé sur une hypothèse très simple. Le régime iranien serait fragile, fragile politiquement, fragile économiquement et surtout fragile institutionnellement. Dans cette lecture, la République islamique apparaissait comme un système autoritaire maintenu essentiellement par la répression et par la figure centrale du guide suprême. L'idée était donc la suivante. Si le sommet du système disparaît, si l'on frappe le cœur du pouvoir, alors l'ensemble de l'édifice politique devrait logiquement vaciller. Mais cette hypothèse repose sur une incompréhension profonde du fonctionnement réel de l'État iranien, car la République islamique n'est pas simplement un régime construit autour d'un dirigeant, c'est un système politique beaucoup plus complexe, structuré autour de plusieurs centres de pouvoir qui se soutiennent mutuellement. On y trouve bien sûr le guide suprême, figure centrale du régime. Mais autour de lui gravite une architecture institutionnelle extrêmement dense, le Conseil des gardiens, l'Assemblée des experts, les gardiens de la Révolution, l'appareil sécuritaire, les fondations religieuses et un réseau d'élites politiques et religieuses profondément enraciné dans la société iranienne. Autrement dit, le système a été conçu pour survivre aux crises et surtout pour survivre aux tentatives de déstabilisation extérieure. C'est un point que beaucoup d'analystes occidentaux ont souvent sous-estimé parce que dans l'imaginaire stratégique occidental, les régimes autoritaires sont souvent perçus comme intrinsèquement instables. Mais l'histoire montre que certains systèmes politiques très centralisés peuvent au contraire développer une capacité de résilience étonnamment forte. Regardons simplement l'exemple de l'Iran lui-même. Depuis 1979, la République islamique a traversé une succession de crises majeures. Une révolution, une guerre extrêmement violente contre l'Irak dans les années 1980, des décennies de sanctions économiques internationales, des vagues de contestations internes et une pression diplomatique constante. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, l'État iranien ne s'est jamais effondré. Au contraire, il s'est adapté, restructuré et parfois même renforcé. Erreur d'analyse, penser qu'un système politique aussi profondément institutionnalisé peut disparaître simplement par la disparition d'un dirigeant revient à sous-estimer la logique même de sa construction. Mais il y a un deuxième facteur encore plus important, le nationalisme. Dans beaucoup de sociétés, les divisions politiques internes peuvent être profondes et l'Iran ne fait évidemment pas exception. La société iranienne est traversée par des tensions politiques, sociales et générationnelles très fortes. Mais lorsque le pays se perçoit comme attaqué par une puissance étrangère, un phénomène classique apparaît. Les divisions internes s'atténuent et un réflexe d'unité nationale peut émerger. Ce phénomène est connu depuis longtemps en sciences politiques. L'effet de ralliement autour du drapeau. Face à une menace extérieure, même des populations critiques envers leur propre gouvernement peuvent
momentanément soutenir la défense nationale, et c'est précisément ce mécanisme que l'on observe régulièrement dans les crises internationales. Autrement dit, une pression extérieure peut parfois produire exactement l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de fragiliser un régime, elle peut contribuer à renforcer sa légitimité interne. C'est pourquoi comprendre la situation actuelle exige de dépasser les grilles de lecture simplistes, parce que dans les relations internationales, les dynamiques politiques sont rarement aussi linéaires qu'on l'imagine, et dans le cas de l'Iran, cette complexité est absolument centrale. Deuxième élément fondamental, pour comprendre la stratégie iranienne, il faut accepter une idée simple. Cette confrontation ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi et peut-être surtout sur le terrain économique, parce que dans le monde contemporain, l'économie mondiale est devenue un champ de bataille à part entière. Et dans ce domaine, l'Iran possède une arme stratégique que peu de pays peuvent réellement utiliser, la géographie. Regardons une carte. Entre l'Iran et la péninsule arabique se trouve un passage maritime extrêmement étroit, le détroit d'Ormuz. À première vue, ce n'est qu'un couloir maritime parmi d'autres. Mais en réalité, c'est l'une des artères vitales de l'économie mondiale. Chaque jour, environ 1/5 du pétrole consommé dans le monde transite par ce passage. Autrement dit, des millions de barils de pétrole quittent les ports du golfe Persique et traversent ce détroit pour rejoindre l'Asie, l'Europe ou les États-Unis. Cela signifie qu'une perturbation sérieuse dans cette zone peut provoquer un choc immédiat sur les marchés énergétiques. Et quand les prix de l'énergie augmentent brutalement, les conséquences dépassent largement la région. Le pétrole et le gaz ne sont pas seulement des ressources, ce sont les carburants de l'économie mondiale. Ils influencent les coûts de transport, le prix de l'électricité, le fonctionnement des industries et finalement le pouvoir d'achat des populations. C'est pour cette raison que les marchés pétroliers réagissent parfois violemment à la moindre tension dans le Golfe. Une menace sur les flux énergétiques peut suffire à déclencher une hausse brutale des prix, et cette hausse peut ensuite alimenter l'inflation mondiale. Regardons maintenant ce que cela implique stratégiquement. Les États-Unis disposent de la première puissance militaire au monde, mais l'Iran, lui, possède une capacité différente, la capacité de perturber les routes énergétiques mondiales. Et cette capacité agit comme une forme de dissuasion indirecte, parce qu'une confrontation ouverte avec l'Iran ne se limiterait pas à une question militaire. Elle pourrait rapidement devenir une crise énergétique globale. Et une crise énergétique dans une économie mondiale déjà fragile peut provoquer des réactions en chaîne, inflation, ralentissement économique, pression politique interne dans de nombreux pays. Erreur d'analyse, penser que la puissance militaire seule suffit à contrôler une région aussi stratégique revient à ignorer le rôle fondamental de la géographie dans les relations internationales. Depuis des siècles, certains détroits ont toujours eu une importance disproportionnée dans la politique mondiale. Le canal de Suez, le détroit de Malacca, le Bosphore et bien sûr le détroit d'Ormuz, ce sont des points de passage obligés et dans la géopolitique mondiale, celui qui peut perturber un point de passage stratégique possède un levier de pouvoir considérable. C'est exactement ce qui explique pourquoi la région du Golfe reste au centre des préoccupations stratégiques depuis des décennies, car contrôler ces flux énergétiques ou simplement pouvoir les perturber signifie disposer d'un outil d'influence sur l'économie mondiale elle-même. Et dans une confrontation prolongée, cet outil peut devenir un facteur déterminant, parce qu'au final, les guerres modernes ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, elles se gagnent aussi sur la capacité d'une société à absorber les chocs économiques. Et c'est précisément là que la situation devient beaucoup plus complexe. Car dans une guerre énergétique, les conséquences ne touchent pas uniquement les belligérants, elles touchent le monde entier. Regardons maintenant ce qui change réellement. Pendant longtemps, les confrontations entre Israël et l'Iran restaient indirectes, cyberattaques, assassinats ciblés, guerre par procuration, mais la dynamique actuelle semble différente. Le conflit tend à se régionaliser. Plusieurs acteurs peuvent être impliqués simultanément. Les milices en Irak, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres réseaux alliés de Téhéran. Ce système d'alliance informelle a été parfois appelé l'axe de la résistance. Il permet à l'Iran d'exercer une pression stratégique sur plusieurs fronts. Et cela crée une situation très complexe pour ses adversaires, car une guerre contre l'Iran ne serait probablement pas un conflit classique. Elle ressemblerait plutôt à une série
série de crises simultanées à travers toute la région. C'est ce qu'on appelle en stratégie un théâtre multipolaire, et c'est exactement ce que les États-Unis ont essayé d'éviter depuis la guerre d'Irak. Mais la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des missiles, elle se joue aussi dans l'information. Narration médiatique, propagande, influence numérique, chaque camp tente de construire un récit. Certains insistent sur la dangerosité du régime iranien, d'autres mettent en avant la notion de résistance face à l'Occident, et cette bataille narrative est cruciale, parce que dans les démocraties occidentales, l'opinion publique peut influencer directement les décisions politiques. C'est pourquoi chaque événement est immédiatement interprété, amplifié et parfois instrumentalisé. Dans ce contexte, distinguer les faits, les perceptions et la propagande devient extrêmement difficile. Mais il existe un dernier élément stratégique que l'on sous-estime souvent dans ce type de conflit. Le facteur temps. Dans la théorie militaire moderne, les grandes puissances cherchent rarement à s'engager dans des guerres longues et incertaines. Au contraire, la plupart des doctrines militaires occidentales reposent sur une idée centrale. Obtenir un avantage décisif rapidement, une opération rapide, des objectifs clairs et une sortie politique maîtrisée. C'est ce que l'on appelle souvent la logique de la guerre courte, mais cette logique se heurte parfois à une réalité beaucoup plus complexe. Certaines régions du monde rendent les conflits rapides presque impossibles. Le Moyen-Orient en fait partie. Pourquoi ? Parce que cette région concentre plusieurs facteurs explosifs. D'abord, un nombre élevé d'acteurs étatiques et non étatiques. Ensuite, des rivalités régionales très anciennes. Et enfin, des intérêts économiques mondiaux extrêmement importants, notamment autour de l'énergie. Résultat, une crise locale peut très rapidement se transformer en conflit régional. Et c'est précisément là que se trouve le piège stratégique, car lorsqu'un conflit commence à s'étendre, il devient beaucoup plus difficile de le contrôler. Chaque acteur possède ses propres intérêts, ses propres alliances, ses propres lignes rouges. Une frappe entraîne une riposte entraîne une escalade. Et progressivement, la logique de la dissuasion laisse place à une dynamique beaucoup plus imprévisible. Regardons maintenant ce que cela signifie concrètement. Dans un conflit impliquant l'Iran, plusieurs fronts peuvent s'ouvrir simultanément. Israël, le Liban, l'Irak, la Syrie, le Golfe Persique et même certaines routes maritimes stratégiques. Autrement dit, au lieu d'un champ de bataille unique, on se retrouve face à une mosaïque de crises interconnectées. C'est ce que les stratèges appellent un théâtre de guerre fragmenté. Dans un tel environnement, même une puissance militaire dominante peut se retrouver confrontée à un problème majeur, la dispersion, car plus les fronts se multiplient, plus les ressources militaires, diplomatiques et politiques doivent être réparties, et plus cette dispersion augmente, plus la probabilité d'erreur ou d'escalade non contrôlée devient élevée. Erreur d'analyse. Penser qu'un conflit dans une région aussi complexe peut être parfaitement maîtrisé relève souvent d'une illusion stratégique. L'histoire récente nous l'a montré à plusieurs reprises. En Irak, en Afghanistan, en Syrie, des interventions qui étaient initialement conçues comme des opérations limitées ont parfois évolué vers des engagements beaucoup plus longs et imprévisibles. Et c'est précisément ce risque que redoutent aujourd'hui de nombreux stratèges. Parce que dans un système international de plus en plus multipolaire, les crises régionales peuvent rapidement attirer d'autres puissances. Des puissances qui n'interviennent pas forcément directement sur le plan militaire, mais qui peuvent agir sur d'autres terrains, économiques, diplomatiques, énergétiques. Et lorsque ces dimensions s'entremêlent, un conflit local peut progressivement se transformer en crise globale. Regardons maintenant ce qui change réellement. Nous entrons dans une période où les équilibres internationaux deviennent plus fragile. Les tensions entre grandes puissances augmentent, les alliances se redéfinissent et les conflits régionaux prennent une dimension stratégique beaucoup plus large. Dans ce contexte, chaque crise devient un test pour les capacités militaires, un test pour la résilience économique, mais aussi un test pour la stabilité du système international lui-même. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi incertaine, parce qu'au-delà des événements immédiats, ce qui se joue pourrait bien être l'équilibre stratégique des prochaines décennies. Alors que faut-il retenir ? Cette crise ne signifie pas nécessairement que l'Iran a gagné, mais elle montre une chose,
essentiel. Le pays n'est pas un acteur passif, il possède des leviers géographiques, des réseaux régionaux et une capacité de résilience politique. Autrement dit, toute stratégie visant à le neutraliser rapidement risque de se heurter à une réalité beaucoup plus complexe. Et c'est peut-être là la véritable leçon stratégique. Dans le monde multipolaire qui émerge aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus seulement en armement, elle se mesure aussi en capacité de perturbation. Et dans ce domaine, l'Iran vient peut-être de rappeler au monde qu'il reste un acteur impossible à ignorer. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre point de vue en commentaire. Est-ce que cette crise peut encore être contenue ? Ou assistons-nous au début d'une transformation stratégique majeure au Moyen-Orient? Je suis curieux de lire vos analyses et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.